Chère communauté YouTube, bonjour et bienvenue sur Center Investissement TV. La clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie est souvent un élément négligé par l'intermédiaire qui fait souscrire le contrat et par le souscripteur à qui on explique que rarement les incidences de telle ou telle rédaction. Notez par exemple que le classique « mes héritiers légaux » dans une clause est à éviter car il n'y a pas de définition légale des héritiers en assurance vie. Il convient donc d'apprécier la volonté du souscripteur, car cette formulation pose réellement un problème lorsqu'un testament a été rédigé par exemple. Un article de la Cour de cassation du 14 décembre 2017, le numéro 16-27-206, le démontre. Idem pour le non moins classique par parts égales entre eux, qui complique l'analyse avec mes héritiers ou mes descendants. Bref, comment rédiger sa clause bénéficiaire? Quelles précautions faut-il prendre pour la rédaction? Comment anticiper la renonciation du bénéficiaire? Existe-t-il des astuces? Comment améliorer et optimiser sa clause bénéficiaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit être désigné par écrit, la forme de la clause étant libre. Le souscripteur dispose ainsi d'un large choix. Il peut indiquer les termes de la clause bénéficiaire au sein de la proposition d'assurance vie au moment où il souscrit, auquel cas l'assureur a connaissance de la rédaction de la clause et peut alerter le souscripteur si celle-ci est imprécise ou inapplicable. Le problème dans ce cas est que le souscripteur se contente souvent de cocher une case devant une clause type, pas forcément adaptée à ses objectifs. Par ailleurs, la solution de rédiger la clause sur un courrier séparé du contrat est une solution facile à mettre en œuvre, car un simple courrier adressé à l'assureur est suffisant. Il faut néanmoins s'assurer de la bonne réception du courrier par l'assureur qui enverra un courrier confirmant la prise en compte de cette désignation. Dans le cas d'un testament, la désignation bénéficiaire sera portée à la connaissance des héritiers lors de l'ouverture de la succession. Mais là encore, il existe quelques inconvénients tels que le risque de perte ou de destruction du testament s'il n'est pas déposé chez le notaire. D'autre part, il faut penser à notifier l'existence du testament à l'assureur. Le testament conjonctif est impossible et il faut faire enregistrer cette disposition au fichier central des dispositions de dernière volonté. Enfin, vous avez la possibilité de réaliser un acte déposé auprès d'un notaire. Cette désignation réalisée hors testament permet d'assurer une plus grande confidentialité. Mais attention, car dans ce cas, il faut penser à notifier l'existence de cette clause à l'assureur et il faut faire enregistrer cette disposition au fichier central des dispositions de dernière volonté. Les capitaux d'essai sont payables au décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Pour rappel, l'assurance vie permet de bénéficier d'une fiscalité moins lourde que dans le cadre des droits de succession, avec une taxation différente selon que les versements ont été effectués ou non avant le 70e anniversaire de l'assuré. En effet, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, les capitaux d'essai issus de versements effectués avant 70 ans sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 20% jusqu'à 700 000 € et 31,25 € au-delà. Sans oublier que le bénéficiaire d'un contrat Génération Vie profite en plus de l'abattement de 152 500 € et d'un abattement supplémentaire de 20% sur les sommes imposables. D'autre part, les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 €. Enfin, l'exonération est totale lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire pacsé de l'assuré. En conséquence, il faut que les bénéficiaires soient suffisamment définis dans la clause pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur leur identité ou leur nombre et la part qui leur revient individuellement. Quelques astuces peuvent permettre d'améliorer cette désignation bénéficiaire. Tout d'abord, il conviendra de désigner nommément les bénéficiaires. Ceci évite toute ambiguïté, ainsi que le recours au notaire et par conséquent permet de gagner du temps. Par exemple, si les enfants sont désignés bénéficiaires du contrat, il faudra obtenir l'acte de notoriété pour confirmer leur identité. Il faudra toutefois prendre garde à ne pas cumuler le nom et la qualité de chaque bénéficiaire. Il sera également utile de prévoir des bénéficiaires de second rang. Effectivement, le bénéficiaire de premier rang pourra renoncer aux capitaux d'essai s'il le souhaite. Cela évite que les capitaux d'essai tombent dans la succession du souscripteur si le bénéficiaire de premier rang est décédé ou décide de laisser les capitaux d'essai aux bénéficiaires de second rang.
Dans tous les cas, il conviendra d'envisager l'hypothèse du prédécès ou de la renonciation de l'un ou de tous les bénéficiaires. Notez que la représentation sera possible uniquement lorsque les bénéficiaires sont les enfants ou les frères et sœurs du souscripteur. Elle permet de respecter l'égalité entre les souches et ou de réaliser un saut de génération. Dans ce cas, il faudra bien préciser si la représentation concerne le décès, la renonciation ou le décès et la renonciation. Cela en évitant la mention ambiguë par parts égales. Une autre possibilité consiste à démembrer la clause bénéficiaire. Ainsi, le bénéficiaire du quasi-usufruit reçoit la totalité des capitaux. Au décès du conjoint, les enfants récupèrent l'intégralité des capitaux décès en franchise d'impôt et la succession du conjoint est plus faiblement taxée compte tenu de la déduction au passif de la créance de restitution. Il sera nécessaire de prévoir dans ce cas l'hypothèse du prédécès ou de la renonciation du bénéficiaire en usufruit et des bénéficiaires en nue propriété. Si le conjoint bénéficie d'un quasi-usufruit, il est conseillé d'imposer la rédaction d'une convention de quasi-usufruit enregistrée. Enfin, il est possible d'imposer aux bénéficiaires l'emploi des capitaux dans certains actifs. Enfin, il est conseillé de laisser aux bénéficiaires le choix entre plusieurs options. L'avantage est que le bénéficiaire de premier rang peut ainsi choisir la quotité qu'il souhaite en fonction de ses besoins et cette option ne constitue pas une libéralité au profit des bénéficiaires de second rang. Quelques précautions sont à prendre dans ce cas, comme par exemple prévoir les conditions que le bénéficiaire devra respecter pour exercer son option, délai à respecter, etc. et prévoir plusieurs options indépendantes les unes des autres. Imposer des conditions aux bénéficiaires permet de gratifier une personne tout en encadrant son comportement. En fonction de la rédaction de la clause bénéficiaire, cela permet de conserver la possibilité de prévoir l'emploi des fonds par exemple. Pour imposer des conditions aux bénéficiaires, il est également possible de rédiger la clause sous testament pour que les héritiers en aient connaissance et puissent vérifier le respect des conditions. Il est également possible de prévoir une clause d'inaliénabilité temporaire justifiée par un intérêt sérieux et légitime, comme par exemple le jeune âge du bénéficiaire. Souvent, ces clauses sont parfois plus morales et indicatives que véritablement contraignantes. Alors, vous l'aurez compris, les clauses toutes faites des contrats d'assurance vie sont à éviter pour une transmission juste et parfaite de ces capitaux à son décès. Notez qu'une clause peut être changée à tout moment et sans frais de la part de l'assureur. Les bénéficiaires, qui sont souvent chers aux détenteurs du contrat d'assurance vie, bien évidemment, qu'il s'agisse de personnes physiques ou éventuellement d'associations personnes morales, ont tout intérêt à ce que vous fassiez rédiger votre clause le plus précisément possible. Chez Centaure Investissement, nous préconisons une rédaction quasi systématique des clauses bénéficiaires afin de lever toute ambiguïté au moment du décès. Tout le monde connaît le cas classique de la personne divorcée et remariée qui a nommé le conjoint pour bénéficiaire de son contrat, mais au moment du décès, lequel des deux conjoints est le réel bénéficiaire? Je vous le demande, l'époux au moment de la souscription ou l'époux actuel? Bref, n'hésitez pas à nous consulter sur le sujet délicat des clauses bénéficiaires ou toute autre question patrimoniale sur centeureinvestissement.com. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme l'aurait dit VGE, au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.